Patrick Cohen. Merci de nous suivre. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, des secrets révélés, du soupçon et de la méfiance. Et le visage qui incarne le doute, eh bien c'est celui de Christopher Froome, le cycliste star de l'équipe britannique Sky, 4 fois vainqueur du Tour de France et suspecté de dopage. Contrôle anormal, nous dit Le Monde, en cause la présence dans les échantillons d'un bronchodilatateur qu'il prend pour son asthme. De quoi avoir l'ombre d'un doute, titre prudemment le Dauphiné. Froome vacille, juge le Télégramme. Il est dans le rouge, ajoute la Provence. Le ciel tombe sur Froome, résume l'équipe dans un clin d'œil à la Sky, une équipe qui promettait pourtant de révolutionner le cyclisme. C'est simple, écrit Alexandre Ross, dans la Team Sky, rien n'est laissé au hasard pour améliorer les performances des coureurs. Oreiller à mémoire de forme, couette hypoallergénique et même psychiatre à disposition, un professionnel qui s'occupait jusque-là des pires tueurs en série de Grande-Bretagne et qui leur apprend à gérer leurs émotions au moment de l'effort. Pour prouver que les temps ont bien changé, le patron de l'équipe fait même passer un audit à tout le personnel au moment de l'affaire Armstrong. Ceux qui reconnaissent un lien passé avec le dopage prennent la porte, sauf qu'en 2014, écrit l'équipe, on apprend que Chris Froome a pris des corticoïdes pour une compétition. Il a bien une autorisation médicale, mais les premiers soupçons émergent. La Sky serait-elle une équipe de dopés comme d'autres avant elle? Scientifiquement, la défense de Froome tient la route, nous dit le Figaro. Le salbutamol permet-il de gagner le Tour de France? Non, répond Libération, qui ajoute que ce produit est même moins puissant que les corticoïdes, mais peu importe, finalement le mal est fait, c'est ce que dit en creux Marc Madiot, le président de la Ligue de cyclisme aux Parisiens. Lui plaide pour que les asthmatiques posent le vélo et rentrent chez eux. T'es malade, et ben tu abandonnes, c'est la loi du sport, dit-il, c'est une question de bon sens et de santé publique, une question de confiance aussi pour un sport auquel on n'en accorde plus beaucoup. Doute et méfiance encore, l'hebdomadaire Le 1 fait sa une sur le sucre, suspecté d'être présent dans toute notre alimentation, oui. Oui, retour sur la découverte récente de documents confidentiels qui démontrent que notre addiction au sucre n'est pas le fruit du hasard. Elle est la conséquence, écrit Le 1, d'une stratégie commerciale orchestrée il y a 50 ans par l'industrie agroalimentaire. Manon Polic et Julien Bisson racontent comment la guerre contre les matières grasses a favorisé l'ajout de sucre dans tous nos plats parce que les produits sans matières grasses, les fameux 0%, sont désespérément fades et donc invendables. Par conséquent, pour améliorer leur goût, les industriels ont ajouté du sucre, beaucoup et partout, dans les céréales du petit déjeuner, dans les yaourts, les plats cuisinés, les soupes, les sauces, dans le jambon sous vide. Au-delà de l'obésité à laquelle on pense en premier, le nombre de diabétiques, lui aussi, a explosé. Ils étaient 100 millions dans le monde en 1980, d'après l'OMS. Ils sont désormais 420 millions, 4 fois plus. Alors, sait-on vraiment tout sur ce qu'on mange? Comment avoir confiance en son assiette? Eh bien, il existe une solution très simple, conclut Le 1, se remettre à cuisiner soi-même. Autre titre ce matin, le témoignage de l'actrice Salma Hayek qui sort du silence et révèle avoir, elle aussi, été harcelée par Harvey Weinstein. Oui, il était mon monstre à moi aussi, un récit publié par le New York Times et repris par tous les sites d'information ce matin. Salma Hayek qui égrène tous les noms qu'elle a assénés aux producteurs. Non pour lui ouvrir la porte à toute heure et partout. Non pour prendre une douche avec lui. Non pour les massages. Non au sexe oral. Non pour me déshabiller devant lui avec une autre femme. Non, non et non, autant de refus, écrit-elle, suivis à chaque fois de crises de rage machiavélique. Elle raconte l'hystérie d'un homme qui ne supportait pas qu'on puisse lui dire non. Elle liste les humiliations et même les menaces de mort. Salma Hayek qui explique aussi pourquoi elle apporte ce témoignage plusieurs mois après l'explosion du scandale Weinstein. Comme d'autres, oui, j'ai été approchée par des journalistes pour parler, mais je pensais avoir fait la paix avec cette période de ma vie. Je pensais que c'était fini, que j'avais survécu. Je pensais que suffisamment de monde s'était déjà exprimé, mais le simple fait d'avoir honte de décrire tout ça dans le détail m'a fait réaliser que je n'avais rien résolu. Aujourd'hui, les femmes parlent, conclut-elle, parce que nous entrons dans une nouvelle ère, parce que nous pouvons enfin le faire. Un témoignage à lire sur le site du New York Times et partiellement traduit sur ceux du Monde, de l'Obs ou encore de l'Express. Enfin, Marion, cette folle histoire racontée par Mediapart, le site d'information qui a failli se faire piéger par de faux listings bancaires. Oui, les journalistes racontent
comment, au matin du 7 novembre, 2 inconnus sont venus déposer en coup de vent des cartons remplis de paperasse à l'accueil de Mediapart. 4000 feuilles format A4 et autant de documents bancaires tombés du ciel, disent-ils. 1300 noms, dont ceux de hautes personnalités, pour des avoirs qui atteignent le 1,5 milliard d'euros. Très vite, une petite équipe se met au travail pour vérifier chaque document et, au départ, tout colle. Les adresses, la domiciliation des sociétés, les numéros de compte, tout est vrai, du travail de pro, écrivent les journalistes. Mais le 1er décembre, lorsque nous commençons à appeler les titulaires des comptes, nous découvrons l'intox. Oui, tout est authentique, sauf le lien entre les établissements bancaires et les comptes et surtout les sommes affichées. De quoi se demander pourquoi un si beau travail de faussaire. S'agissait-il de nuire à des personnalités comme dans l'affaire Clearstream, se demande Mediapart? Peut-être, ou plus vraisemblablement, de manipuler une rédaction connue pour sortir de gros dossiers, la pousser à la faute pour la décrédibiliser, nuire à sa réputation et plus globalement instiller le doute sur la qualité de ce qu'on lit dans les journaux, sur le crédit qu'on accorde à ceux qui nous informent. Pourra-t-on un jour avoir systématiquement confiance? En tout cas, à la fin, ce qui est vrai, ce qui est sûr, ce qui est certifié, c'est que Mediapart ne s'est pas fait enfumer. Merci à vous Marion Lagardère pour cette revue de presse. Europe 1.